Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 10 mai. L'Assemblée générale des Nations unies vote à une large majorité pour soutenir la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'organisation. Le bilan des victimes palestiniennes avoisine les 35 000 martyrs au 217e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le peuple sahraoui célèbre ce vendredi le 51e anniversaire de la création du Front Polisario dans un contexte marqué par des mutations internationales et régionales inédites. Et puis enfin au Tchad, le général Mohamed Idriss Déby Itnou remporte la présidentielle avec 61% des suffrages. Bonsoir à tous. L'Assemblée générale des Nations unies a soutenu ce vendredi la demande de la Palestine à un statut de membre à part entière de l'organisation, reconnaissant à une large majorité la Palestine comme éligible au statut de membre à part entière et renvoyant la demande présentée au nom du groupe arabe au Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il réexamine la question favorablement. Le texte a recueilli 143 votes pour, 9 contre et 25 abstentions. Le texte soutient que l'État de Palestine remplit les conditions requises pour devenir membre de l'ONU et devrait donc être admis à l'organisation. Dans cette perspective, le texte recommande d'octroyer à la Palestine une série de droits et privilèges supplémentaires à partir de la 79e session de l'Assemblée en septembre prochain. Et cette résolution obtenue à une large majorité devra, une fois de plus, franchir la barrière du veto américain au Conseil de sécurité, Washington ayant entravé jusque-là les démarches entreprises, notamment par le groupe arabe emmené par l'Algérie au Conseil de sécurité en vue de l'obtention de la Palestine du statut d'État membre à part entière de l'ONU. Iman Merad. Un vote pour est un vote pour l'existence de la Palestine. Ce n'est pas un vote contre quelque État que ce soit, mais c'est un vote contre les tentatives visant à nous priver de notre État. C'est pourquoi le gouvernement israélien y est tellement opposé. Le vote de l'Assemblée générale en faveur de l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entier de l'ONU est passé haut la main par tous les pays membres de l'Assemblée générale qui n'ont pas hésité à voter pour la Palestine. Ces derniers ont même appelé le Conseil de sécurité à revoir sa position concernant la Palestine et son droit à faire partie entièrement comme membre des Nations unies. Votre vote d'aujourd'hui, bien sûr, sera un témoignage de votre solidarité avec la Palestine, ou non, mais il déterminera également qui vous êtes et ce que vous représentez. Ceci en rappelant que les Palestiniens qui jouissaient d'un statut d'État non membre observateur avaient auparavant relancé au début du mois d'avril leur requête de 2011 réclamant de devenir un État membre à part entière des Nations unies. L'adoption de la résolution nécessite un vote des 2/3 de l'Assemblée générale des Nations unies, ce qui signifierait l'éligibilité de la Palestine à être un État membre à part entière, renforçant ainsi son statut juridique au sein de l'ONU et de ses organisations affiliées. Le 18 avril dernier, le Conseil de sécurité a échoué à adopter un projet de résolution présenté et parrainé par l'Algérie au nom du groupe arabe, recommandant à l'Assemblée générale l'admission de l'État de Palestine comme membre à part entière de l'Organisation des Nations unies. Le texte avait recueilli, rappelez-vous, 12 votes pour, dont l'Algérie, un veto américain et 2 abstentions du Royaume-Uni et de la Suisse. Et sur le terrain, le bilan des victimes de l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza frôle désormais les 35 000 martyrs et près de 79 000 blessés, et ce après de nouveaux massacres perpétrés dans plusieurs régions de l'enclave palestinienne.
Et en ce 217e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs et 11 autres ont été blessés à la suite d'une frappe de missiles de l'armée sioniste dans le centre-ville de Gaza. Les avions de l'armée sioniste ont également mené des raids intensifs sur des maisons d'habitation dans les quartiers d'El Zaytoun, Sabra, Nasr et Tel El-Hawa, ainsi que sur le camp de réfugiés d'El Shatte à Raza, faisant de nombreux blessés et provoquant plusieurs dégâts. À Rafah, au sud de Gaza, les avions de combat de l'armée de l'occupation s'en sont pris à plusieurs zones à l'est de la ville. Nous dormions en toute sécurité lorsque nous avons entendu une forte explosion. Un missile est tombé près de la tente et a tué le mari de ma fille. C'est ce qui s'est passé. Nous dormions et il n'y a pas de résistance des membres du Hamas. Ils ne sont pas là. Il n'y a rien. Il n'y a pas de résistance. Toute la bande de Gaza est une cible. Toute la bande de Gaza. Je ne sais pas. Israël ne veut pas trouver de solution. Ils veulent détruire le pays tout entier. Et la résistance palestinienne a infligé de nouvelles pertes à l'ennemi. Ce vendredi, les brigades Al-Qassam et Saraya Al-Quds ont mené plusieurs attaques contre les forces de l'occupation israélienne dans les villes de Rafah et de Gaza, au moment où Benjamin Netanyahou a annoncé la perte de centaines de soldats dans ces affrontements. Et plusieurs agences onusiennes ont annoncé que le nombre de personnes déplacées de la ville de Rafah était passé à environ 110 000 à la suite de l'attaque sioniste qui a débuté le 6 mai en cours. L'UNRWA a affirmé que le déplacement forcé des Palestiniens à Gaza se poursuivrait en l'absence d'une zone de sécurité dans l'enclave palestinienne. Depuis l'attaque, nous avons vu en moyenne 30 000 personnes quitter Rafah chaque jour. Elles se déplacent de la ville de Rafah vers le côté ou vers le nord dans le gouvernorat de Khan Younes ou Deir el-Balah, ce que nous appelons la zone intermédiaire. Elles s'ajoutent au nombre de personnes déplacées dans ces régions, qui comptent déjà des centaines de milliers de personnes déplacées. Plus de 14 000 enfants auraient déjà été tués dans ce conflit. Une offensive terrestre à Rafah entraînera sans doute une augmentation considérable de ce chiffre. Et le système médical de Rafah est en train de s'écrouler suite à la fermeture du point de passage stratégique avec l'Égypte par l'armée sioniste et les bombardements intensifs entraînant la fermeture d'un des principaux hôpitaux de la ville, celui d'Abu Youssef al-Najjar. Rafah, devenu l'épicentre du génocide sioniste, ne compte aujourd'hui qu'un seul hôpital en activité, l'hôpital koweïtien, qui doit faire face au flux massif et incessant de victimes. Souhila Kilal. Pas une âme qui vive, un hôpital fantôme évacué de tous ses occupants, patients et staff médical. Tous ont été contraints de partir précipitamment sous la menace des bombes sionistes. L'hôpital Abu Youssef al-Najjar est à l'arrêt depuis mercredi. Désormais, Rafah ne dispose que d'une seule institution médicale, en l'occurrence l'hôpital koweïtien, qui avec seulement quelques dizaines de lits, devra faire face à l'afflux massif de blessés. Selon son directeur, les réserves de carburant de l'hôpital ne permettront de tenir que 3 jours, ce qui induira automatiquement la paralysie du système d'alimentation électrique de l'hôpital. La situation médicale à Rafah est terrible. Nous étions soignés à l'hôpital Abu Youssef al-Najjar, le seul hôpital public de Rafah. Mais maintenant, Rafah n'a plus que l'hôpital koweïtien. En raison de la fermeture de l'hôpital Abu Youssef al-Najjar, nous ne sommes pas en mesure de faire face à un si grand nombre de blessés et de patients gravement malades. À l'exception de l'hôpital koweïtien, il n'existe aucune institution pouvant fournir des services médicaux à Rafah. La fermeture de l'hôpital Najjar a privé de nombreux malades de leurs soins, des soins parfois vitaux, à l'image des patients dialysés. Heureusement que ces derniers ont pu être transférés vers l'hôpital Nasser, près de Khan Younes,
Le complexe médical Nasser reprend progressivement du service après avoir été durant des semaines la cible des forces sionistes qui ont complètement saccagé l'édifice, y commettant des exactions sommaires. Plusieurs charniers y ont même été découverts. Nous étions très inquiets le jour où les Israéliens ont pris le contrôle de l'hôpital et l'ont évacué. Mais Dieu merci, l'hôpital Nasser a été rééquipé et tout a été mis en place. Ça nous a tous soulagés. اليوم توقفت الخدمة في مستشفى أبو يوسف النجار. Le service de dialyse de l'hôpital Abu Youssef al-Najjar est à l'arrêt. Résultat, les patients ne peuvent plus bénéficier des séances de dialyse. Et comme tout le monde l'a vu, le service de dialyse de l'hôpital Nasser est complètement incendié. Nous avons donc été contraints de créer un service de dialyse en exploitant une ancienne usine de dessalement pour 25 appareils de dialyse à l'hôpital Nasser. Ce n'est absolument pas suffisant pour 600 patients. Nous aurions besoin d'au moins 45 appareils de dialyse. يحتاجوا على الأقل إلى 45 مكنة غسيل. Si la situation continue d'évoluer à ce rythme, dans les quelques jours à venir, l'hôpital koweïtien de Rafah sera vite débordé et hors service, faute de place, de moyens et surtout de carburant, ce qui fera de Rafah une zone de guerre complètement sinistrée. Et retour au volet diplomatique en faveur de la Palestine. La ministre slovène des Affaires étrangères, Tanja Fajon, a affirmé que le gouvernement de son pays avait entamé la procédure de reconnaissance de l'État de Palestine et que cette décision serait transmise au Parlement slovène d'ici le 30 juin, précisant que cette décision constituait une étape irréversible. Et la Tunisie a appelé tous les peuples libres du monde à rester unis contre le génocide et le déplacement forcé commis par les forces de l'occupation sioniste contre le peuple palestinien, invitant tous les pays du monde à agir immédiatement pour mettre fin à ce massacre, d'autant plus que l'entité sioniste se prépare à en commettre un autre en ciblant plus d'1,5 million de Palestiniens dans la ville de Rafah. Et dans le même contexte, l'Union interparlementaire arabe a condamné le massacre perpétré de l'entité sioniste de poursuivre ses agressions et d'envahir la ville de Rafah en demandant à ses habitants de la quitter, exprimant à ce propos son rejet de ces violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire. Par ailleurs, la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueille à partir de ce vendredi une conférence internationale de 3 jours contre l'apartheid pratiqué par l'entité sioniste en Palestine occupée. Cette rencontre vise à mobiliser le mouvement international anti-ségrégation et à tenir l'entité sioniste pour responsable du crime d'apartheid qu'elle commet à l'encontre des Palestiniens. Et pour sa part, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a appelé les pays européens à ne pas vendre d'armes à l'entité sioniste afin de stopper les bombardements de Gaza. C'était dans une déclaration aux médias peu avant sa rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères. Et en Cisjordanie occupée, l'UNRWA a annoncé hier soir fermer ses bureaux d'Al-Quds Est après que des extrémistes sionistes ont mis le feu à des zones en plein air de l'enceinte alors que du personnel de l'UNRWA et d'autres agences de l'ONU étaient présents à l'intérieur. En Cisjordanie, toujours hier soir, les forces de l'occupation israélienne ont mené des assauts dans plusieurs régions, dont la ville de Jenin, envahi la localité d'Araba et mené des campagnes de fouilles dans la ville.
Et pendant ce temps, les manifestations des étudiants pro-palestiniens se poursuivent ce vendredi dans les universités du monde entier, réclamant notamment la fin de l'agression sioniste contre Gaza et le boycott des campus et universités sionistes. Le point avec Safouane Bessabri. Les manifestations étudiantes en soutien à la cause palestinienne se poursuivent et se propagent désormais à plusieurs pays en Amérique latine, en Europe et en Amérique du Nord. Le mouvement est désormais d'une ampleur sans précédent. À l'Université autonome du Mexique, plus grande université du pays, Giovanni et ses amis érigent des barricades, décidés à passer la nuit sur place, solidaires avec une cause palestinienne si lointaine mais si proche. Palestine libre, la lutte continue, peut-on lire en grand sur les murs de la fac. Plus loin, d'autres étudiants installent leurs tentes, décidés à passer la nuit sur place. Toujours en Amérique latine, direction l'université de Sao Paulo, ville la plus peuplée du Brésil. Les bâtiments de la fac vivent désormais aux couleurs de la Palestine. Kéfiés sur la tête ou sur les épaules, des étudiants dont Bianca sont venus donner leur voix à la Palestine. Les objectifs de notre camp sont de rompre les accords que l'université de Sao Paulo a conclus avec des universités israéliennes. En outre, nous voulons nous unir à un mouvement national et international pour rompre les relations entre l'État brésilien et l'État d'Israël. En Europe, les étudiants néerlandais ont rejoint le mouvement. À Amsterdam, les manifestations sont strictement encadrées par la police. Les manifestants finissent par être chargés par la police anti-émeute nationale dans une répression violente. En France, depuis plusieurs semaines, différentes universités françaises, dont la Sorbonne, ont été le théâtre de manifestations pro-palestiniennes avec des arrestations à la clé. Aujourd'hui, des étudiants se sont rassemblés pour exiger la libération de leurs camarades, incarcérés injustement selon eux. Aux quatre coins du monde et en Occident en particulier, les étudiants s'opposent à la ligne politique de leur gouvernement et exigent une réévaluation de leur politique vis-à-vis de l'entité sioniste. Et au Liban, cette fois, l'entité sioniste fait chaque jour de nouvelles victimes. 5 Libanais sont tombés en martyrs dans le sud du pays, portant à 350 le nombre de Libanais tués depuis le début de la guerre génocidaire contre la bande de Gaza. Neila et Hamouda. Le Liban a été la cible d'incessantes attaques meurtrières sionistes depuis le 8 octobre dernier. Le ministère de la Santé libanais dénombre un total de 1413 victimes, dont 351 morts et 319 blessés. Un bilan inédit depuis la dernière agression dévastatrice à l'été 2006. Un traumatisme s'ajoute à celui de l'occupation sioniste du Sud-Liban il y a 20 ans. Sur le nombre total de victimes enregistrées, 88% sont des hommes et 95% des ressortissants libanais. Environ 58% des victimes ont entre 25 et 44 ans. Parmi les blessures répertoriées, 45% sont dues à des traumatismes causés par les bombardements sionistes, 35% à des explosions et 17% à une explosion à des produits chimiques. Le ministère révèle par ailleurs que plus de 90 000 personnes ont été déplacées du Liban Sud depuis le début du conflit. L'escalade entre l'entité sioniste et la résistance libanaise a causé des dégâts massifs aux infrastructures. La facture est salée. Elle s'élève à environ 1,5 milliard de dollars, selon le chef du Conseil du Sud, Hachem Haïdar. Les dégâts ont touché principalement les services essentiels et les routes. Des milliers de logements ont été endommagés, alors que le pays est déjà très affaibli du fait d'une crise économique endémique. Sur le terrain, l'entité sioniste mène des bombardements sur les régions sud du Liban. Le Hezbollah riposte par des tirs de roquettes. La journée de jeudi a été violente. Une frappe aérienne sioniste contre une voiture a fait 4 martyrs, selon la défense civile libanaise. Ce bilan montre au demeurant que la volonté de l'entité sioniste d'étendre ses velléités à l'ensemble de la région en vue de provoquer une déstabilisation massive n'est pas une vue de l'esprit.
L'actualité également de ce vendredi, c'est le peuple sahraoui qui célèbre aujourd'hui le 51e anniversaire de la création du Front populaire de libération de Seghi al-Hamra et Oued el-Dahab, le Front Polisario, dans un contexte marqué par des mutations internationales et régionales inédites ayant conduit à une plus large adhésion populaire aux objectifs et idéaux du Front qui a accompli plusieurs réalisations sur le terrain dans le cadre de l'établissement d'un projet de libération ayant donné un nouveau souffle à la question sahraoui à tous les niveaux. Et une délégation médicale de l'organisation Médecins du Monde, composée de 14 ophtalmologues, s'est rendue hier soir dans les camps de réfugiés sahraouis pour une mission médicale de solidarité avec l'aide du Croissant Rouge algérien. Khair Batachi revient. Arrivée hier à Alger, une délégation de l'ONG se rend à Tindouf dans les camps sahraouis afin de prodiguer des soins et apporter son assistance à quelques 170 000 réfugiés. Notre mission concerne la population sahraoui, c'est Médecins du Monde, la ONG qui nous aide à faire notre boulot, qui prend en charge des problèmes de santé qu'il y a dans les champs sahraouis, vu le climat, l'état des réfugiés qui sont, et les moyens de vie aussi durs et aussi terribles qu'il y a là-bas. Des médecins qui, pour certains, sont spécialisés dans l'ophtalmologie, se chargeront de soigner des malades atteints de cataracte ou de glaucome. On a ramené des médicaments, mais en ces cas, nous faisons partie d'un petit groupe spécialisé qui fait la coopération pour des opérations ophtalmologiques, pour la vision, pour les cataractes, les glaucomes, traiter des opérations et traiter aussi des maladies chroniques comme les glaucomes. Si le glaucome n'est pas traité, la personne peut devenir aveugle. L'organisation humanitaire prodiguera ses soins également au profit des enfants sahraouis souffrant pour certains de maladies graves ou chroniques. Tout ça, on peut le faire avec l'aide, surtout l'aide de l'État algérien. Donc, on voudrait remercier à l'État et les autorités algériennes qui portent soutien à notre boulot et pourtant à la population sahraoui qui est, pour ainsi dire, oubliée du reste du monde. C'est 170 000 personnes dans plein milieu désert qui ont été oubliées du monde et qui sont dans un ensemble très dur, très sec, très difficile et qui lutte, qui se bat tous les jours pour récupérer sa vie et surtout regagner les droits à son propre peuple. L'organisation humanitaire relève à chaque fois les conditions catastrophiques dans lesquelles le peuple sahraoui tente de survivre alors qu'il se débat pour arracher sa liberté et décider de son sort via un référendum d'autodétermination organisé par les Nations Unies. Et je vous le disais en titre, le général Mohamed Idriss Déby Itno a emporté la présidentielle de lundi avec plus de 61% des suffrages selon les résultats officiels provisoires de la commission électorale publiée hier. Il a battu son premier ministre Success Masra qui n'a recueilli lui que 18,53% des voix selon des résultats qui doivent être validés par le Conseil constitutionnel tchadien. En Chine, à présent, le Centre météorologique national a émis ce vendredi une alerte bleue aux pluies torrentielles, alors que de fortes averses devraient balayer certaines parties du pays. Selon Chine Nouvelle, la Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à 4 couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi de l'orange, du jaune et du bleu. Et puis enfin, le manque de précipitations qui affecte l'approvisionnement des barrages hydroélectriques au Costa Rica va obliger à rationner l'électricité la semaine prochaine selon les autorités. Il faut savoir qu'environ 99% de la production électrique au Costa Rica provient de sources renouvelables, mais 75% est générée par l'énergie hydroélectrique.
Et en Afghanistan, à présent, plusieurs personnes ont été tuées hier dans des manifestations d'Afghans voulant empêcher la destruction de leurs maisons construites sans autorisation dans la province du Nangarhar, dans l'est du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.